Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles de ESAE TV, bonjour. Nous sommes le dimanche 6 avril 2025, 8h, c'est votre émission L'invité. Ce jour, nous avons un invité spécial. Il est politique et apolitique parce que tout est politique. Il nous parlera d'économie. Et de quel type d'économie, vous en saurez un peu plus dans quelques instants. Je vais l'introduire tout de suite. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Carlos, comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. Ça va très bien aussi. Vous pouvez vous présenter à nos auditeurs. Ok, je suis Achille Chango. Surtout, je suis responsable de la communication de l'Institut Louis Evans. Aujourd'hui, je suis là pour parler beaucoup plus de l'économie et surtout de la démocratie économique. Et voilà, et pour cet exercice, je vais toujours bénéficier de la complicité de cette belle dame qui est en face de moi. Nasrine, bonjour. Bonjour, Kales Ketomo. Comment ça va? Ça va très bien. Après le ramadan, les gens sont plus beaux, hein? Vous le dites. Les gens rayonnent. Vous le dites. En tout cas, ça fait plaisir. Plaisir partagé. Et les bénédictions divines accompagnent tout ça? Oui, pour la grâce de Dieu. D'accord. Alors, bonjour monsieur Achille Sango. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme Kales Ketomo l'a bien annoncé, nous allons parler de la démocratie, surtout de la démocratie économique. Alors, d'entrée, j'aimerais quand même vous demander, c'est quoi la démocratie économique? Déjà, la démocratie économique est souvent assignée au crédit social qui a vu le jour au début du XXe siècle à travers les travaux de l'ingénieur Clifford Douglas Hogg qui disait que les banques créaient de l'argent à travers des emprunts, créaient de l'argent sous forme de dettes, et puis les emprunteurs, eux, ont la possibilité de payer non seulement le capital, mais continuaient de payer les dettes. Donc, c'est ce qui créait le déficit à la base. Donc, la démocratie économique, quant à lui, est venue en fait pour régler ce problème-là de base, puisque notre économie actuelle, l'économie traditionnelle, crée déjà des déficits. Ben, nous savons, pour dire actuellement, c'est le capitalisme. Et le capitalisme, c'est comment exploiter au mieux les autres pour s'enrichir. Oui. Et bon, la démocratie, une démocratie, je sais que généralement, quand on parle de démocratie, c'est que moi, je peux voter pour tel, je peux dire que ce parti n'est pas sérieux, ce parti est bon au gré de mes intérêts. Est-ce que c'est la même chose quand je parle de démocratie économique? Non, la démocratie économique n'est pas alliée à une démocratie politique. Ça parle uniquement de tout ce qui touche l'économie et les Là, finances. vous faites allusion aux finances. Oui, exactement. C'est beaucoup plus entre apolitique. On peut beaucoup plus soit donner des points de divergence avec le capitalisme, le communisme, mais pas dans le sens politique. Ok, je suis bien curieux de comprendre ce qui oppose la démocratie économique au capitalisme. Oui. Déjà, quand on prend le capitalisme, le point clé, c'est beaucoup plus, on concentre le pouvoir dans la main d'une minorité de personnes. Maintenant, la démocratie économique, quant à elle, vient maintenant donner le pouvoir au peuple, à chaque citoyen de décider ce qui est bien pour lui concernant les décisions
d'une économie en tant que telle. Oui, mais de la même façon, j'aimerais bien que vous puissiez nous faire c'est l'opposition entre la démocratie économique et le communisme, parce que pour ce que nous avons vu, il y a eu l'URSS qui a été communiste, et là, nous savons que toute personne qui travaille, qui participe à l'économie, a droit à certaines choses. Il est rationné. Oui. Le matin, il sait qu'il a droit à sa ration de pain, il a droit à sa ration de lait, il a droit à ses rations, les habits et tout. Et il n'est pas obligé de commander de l'extérieur. Tout est produit par eux-mêmes. Et puis, qu'est-ce qui différencie les deux? Déjà, j'abordais le point lié à notre... Comment on dit? J'abordais le point lié beaucoup plus aux banques au début. Je disais que l'économie traditionnelle créait en fait l'argent sous forme de dette et donnait sous forme d'emprunt. Maintenant, on payait non seulement le capital, mais aussi les emprunts. Au niveau du communisme, ce système aussi était mis en place. Maintenant, la différence, c'est qu'avec la démocratie économique, chaque citoyen en tant que tel a la possibilité non seulement d'avoir les emprunts, mais n'aura pas à payer des intérêts. Non, mais quand on met en place un système d'emprunt, il ne faut pas payer les intérêts. Il y a les gens qui traitent les crédits. Il y a les agents qui vont faire les dossiers et tout. Comment est-ce qu'ils seront payés, eux? Parce que bon, on emprunte, on ne gagne rien dessus. Il faut bien gagner quelque chose pour que le système puisse fonctionner. Et si nous pensons que la démocratie économique est implémentée, comment contourner cette difficulté? Parce que c'est des gens qui travaillent aussi. Oui, c'est des gens qui travaillent, mais en réalité, l'argent déjà qui est créé est créé sous forme de dette. Ça ne donne pas la possibilité à quelqu'un de peut-être, si je suis entrepreneur, je viens pour prendre un capital en tant que tel pour démarrer une activité. Donc déjà, il y a déjà une possibilité que je prospère dans mon activité. Maintenant, le fait d'avoir payé des intérêts a surchargé aussi les charges que j'ai, puisqu'il y a d'autres défis à mettre en place. Mais si aujourd'hui, on a la possibilité non seulement de prendre un prêt de façon plus simplifiée en tant que tel et payer uniquement le capital, ça peut aussi permettre en fait de revenir, peut-être prendre un autre prêt et de prospérer dans notre activité. Maintenant, concernant le fait de payer ceux qui travaillent à la banque, oui, je suis d'accord par rapport à ça. Mais si l'État a la possibilité de contrôler à lui-même sa propre monnaie, ou bien a la possibilité de créer, de contrôler ses ressources, je pense qu'on peut mettre en place un système qui permet à tout citoyen d'avoir accès à des ressources beaucoup plus économiques pour faciliter l'émergence du pays. Mais avant de laisser l'enseignant aller, j'ai bien envie de vous poser curieux. Est-ce que ça s'assimile au troc? Parce que là, j'y pense tout de suite, je dis, c'est quoi la différence entre la démocratie économique et le troc? Parce que vous parlez des ressources, il faut les maîtriser, il faut savoir maîtriser la monnaie et tout. Est-ce qu'il y a des similitudes ou bien il y a une opposition entre la démocratie économique et le troc? Je ne dirais pas qu'il y a une similitude, puisque quand on parle du troc, les ressources ne sont pas nécessairement équivalentes de chaque côté. Peut-être quand je viens, je peux ramener peut-être du maïs et venir chez un cordonnier pour dire j'ai besoin d'une chaussure. Donc on ne peut pas dire que c'est beaucoup plus équivalent. Oui, mais bon, l'homme est assez intelligent pour que les choses aient des valeurs au moins approximatives. Oui, il ne faut pas que nécessairement quelqu'un gagne plus, quelqu'un perde plus. Mais il faut l'égalité. Voilà. Mais ici, c'est beaucoup plus de contrôle. De la monnaie. Voilà. Contrôle de la monnaie et de permettre à tout citoyen non seulement d'avoir la possibilité plus facilement d'avoir des ressources à disponibilité, comme vous le disiez, je vais dire en partie comme le communisme, mais ne pas aussi être contraint de payer des intérêts à ne point fini. Alors, Monsieur Achille, vous avez parlé du capitalisme et du communisme. Est-ce que la démocratie économique est déjà expérimentée dans nos contrées? Je veux parler surtout de l'Afrique. Oui, on a constaté un début lors de la création du CIDI au Ghana. C'était beaucoup plus un exploit. Je donne rapidement l'exemple du Ghana. Mais quand même, l'objectif, c'est
que l'État ghanéen voulait contrôler entre griffes ses ressources minières et puis son économie. Mais on avait compris que c'est toujours une minorité qui a pris le dessus, le capitalisme, pour pouvoir conduire le même système qui était en place. Sinon, c'est déjà un début de créer une monnaie propre à une économie donnée et puis donner la possibilité à tout citoyen de comprendre qu'est-ce que l'économie, quelles sont les décisions qu'il peut prendre pour l'émergence d'un pays. Alors, vous avez parlé du Ghana. Qu'en est-il alors du Bénin quand on parle de la démocratie économique? Déjà, le Bénin, je vais dire que tout ce qui touche l'économie, nos citoyens ne sont pas vraiment informés. Puisque quand on parle d'économie, combien d'entre nous peuvent dire qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce qu'on comprend de l'économie? Nous, on subit en griffe les décisions venant beaucoup plus d'en haut. Donc, si déjà... Les décisions venant plus d'en haut, vous voulez parler? Comment dire, des décisionnaires économiques de nos pays, beaucoup plus de nos pays francophones, puisque quand on parle des pays anglophones, le Nigeria a sa propre monnaie, tout et tout, même si les citoyens ne sont pas aussi informés quand même. Mais le point clé que je veux développer tout à l'heure, c'est de dire, le Bénin peut déjà commencer par informer, comment dire, ses citoyens sur le fait de commencer par comprendre quels sont comment dire, comment ils peuvent s'impliquer. Ok. Oui, mais le Bénin, c'est vrai chez nous, mais la démocratie économique, vous avez parlé du Ghana. Est-ce qu'on a d'autres exemples de pays qui l'ont essayé? Oui, le Canada l'a essayé, mais beaucoup Le Canada plus... tout entier ou bien quelques États du Canada? Non, le Canada tout entier. Le Canada tout entier l'a essayé. Ok. Vous êtes le chef de communication de l'Institut Louis Evans. Afrique. Louis Evans, qu'est-ce qu'il c'est? Okay. Louis Evans, je passe par le canal pour saluer déjà notre responsable, Monsieur Philbert Baglimana et Madame Kaya. Déjà, c'est beaucoup plus une institution qui se dit à but non lucratif, qui a pour premier objectif d'éduquer beaucoup plus, peu importe les citoyens de l'Afrique, de l'Europe, à beaucoup plus s'intéresser à tout ce qui touche l'économie d'un pays et beaucoup plus la démocratie économique, les alternatives positives de l'économie. Ok, vous êtes au Bénin et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de promouvoir la démocratie économique et que faites-vous pour que les Béninois puissent déjà comprendre ça et c'est peut-être opérer un choix par rapport à ça? Déjà, avec mon équipe, les premiers pas qu'on est en train de faire, c'est beaucoup plus de développer des séries de podcasts pour expliquer non seulement les défis à relever concernant l'économie traditionnelle, mais aussi on met sur pied tout ce qui touche les petites erreurs qu'on fait lorsqu'on parle d'inflation, de pauvreté, tout ce qu'on ne comprend pas. Donc, on essaie de développer ces sujets-là à travers des podcasts qui sont disponibles sur nos plateformes gratuitement. Et même, on a sur notre plateforme, notre site web, une formation dédiée uniquement à la démocratie économique accessible à tous. Alors, à part les podcasts, vous avez déjà eu à mener des activités? Oui. Je vais prendre rapidement le cas du Cameroun, où on a des représentants aussi au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tout. On est en partenariat avec des institutions, des universités où on organise de façon mensuelle des réunions avec des étudiants, puisque c'est beaucoup plus eux qui sont... Votre cible? Non pas la cible, mais quand même qui vont prendre le relais sur le tournant économique et tout. Donc, on prend des formations, des séminaires, on fait des formations, des séminaires avec eux pour pouvoir beaucoup plus les expliquer, pour qu'à leur tour, ils puissent être capables maintenant de transmettre de façon beaucoup plus radicale. Oui, mais là, ça veut dire que c'est vraiment un projet d'avenir, hein? Oui. Parce que si vous laissez les acteurs économiques, parce que chez nous, nous savons que l'économie, c'est d'abord les femmes, hein? Vous ne les touchez pas, vous touchez aux étudiants. Et qu'est-ce que vous faites véritablement pour que cela s'imprègne de ce concept?
Oui. Je vais commencer par dire, quand on parle d'éducation, ce n'est pas quelque chose qui était accessible à tous. Il faut beaucoup plus un minimum. S'éduquer, c'est beaucoup plus un minimum investi. Mais je disais tantôt que l'objectif de l'Institut, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'information, de comprendre surtout tout ce qui touche l'économie. Donc, avec nos formations, nos podcasts, c'est des notions gratuites. On essaie d'éduquer, de sensibiliser non seulement ceux qui ont la possibilité d'avoir accès à Internet, mais aussi ceux, puisqu'on organise aussi des rencontres présentielles, on va voir les gens, les expliquer. Donc, on est non seulement sur le digital, mais aussi en présentiel. Ok, je suis un peu votre logique, hein, et je me dis, tel que vous êtes à politique, vous m'avez dit, mais vous parlez économie, et l'économie c'est la politique. Je crois que l'économie c'est même l'essence de la politique. Et j'ai reçu beaucoup de gens sur ce plateau qui m'ont dit qu'ils sont passés de la vie associative à la vie politique parce qu'ils estiment que beaucoup de choses devaient changer et que c'est les politiques qui avaient le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas le fait de promouvoir la démocratie économique, ce n'est pas déjà aller en opposition à la plupart de l'élite politique de notre pays? Non, parce que je vais dire, la plupart sont des capitalistes, hein, ils sont chefs d'entreprise, c'est des gens qui ont l'argent, c'est eux qui, en fait, c'est eux qui font chanter le peuple, ils ont tout, hein, et on vote pour eux quand ils nous donnent beaucoup d'argent ou pas, et bon, en griffe, hein, et c'est eux, et ça va c'est vouloir leur arracher le pouvoir, donc vous êtes en politique là. Non, la démocratie économique ne se voit pas politique, puisque déjà c'est beaucoup plus... L'Institut Louis Handgriff est beaucoup plus à but, à non lucratif, on ne vend rien, on n'a pas d'intérêt politique, mais quand même on invite tout le monde, peu importe notre classe sociale, à d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la démocratie économique. On ne dit pas nécessairement que c'est beaucoup plus à une personne qui devait comprendre ou pas, mais d'abord de comprendre. Et si il faut je vais poser une question. Et si je suppose que je suis président d'un parti politique et que je suis vos formations, je suis convaincu et que désormais le leitmotiv de mon parti politique c'est de vouloir implémenter la démocratie économique, vous direz non? On ne peut pas dire non. Il a fallu une décision politique pour que le Ghana l'essaye avec le CIDI quand même. Non, la démocratie économique n'était pas implémentée au Ghana avant qu'il ne fait installer le CIDI. Eux, ils voulaient déjà commencer par contrôler leurs ressources. Okay. Ne pas être sous l'influence... C'est de la politique? C'est de la politique, la pure politique? Non, ce n'est pas de la politique. Puisque si on décide aujourd'hui de contrôler ce qui est à nous, on ne voit pas que c'est politique. Il faut les décisions politiques. Vous savez, je vais dire un truc très simple. Il y a eu la filière des véhicules d'occasion au Bénin. Hein. C'est une décision politique qui a permis que ça se mette en place. Après, on a changé les acteurs. C'est une décision politique qui a mis fin à tout ça. Et aujourd'hui, c'est géré autrement. C'est des décisions politiques. Mais les voitures ne sont pas fabriquées au Bénin. Non, je prends juste un exemple. Oui. Je vais dire seulement que... ça aurait été ce qu'on fabrique chez nous. Donc, on renvoie les voitures. Non, je dis simplement, si moi, je produis du maïs et je décide aujourd'hui d'avoir le contrôle sur comment je vais vendre mon maïs, je ne dirais pas que c'est politique, mais je dirais que c'est économique. Je ne vais pas trop tirer, mais vous avez vu, quand les gens ont produit le soja, on a dit on va vendre ici et ça. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est les acteurs politiques qui sont entrés dans le jeu, on a crié. Donc, mais l'État finalement, avait la possibilité de décider. Donc, c'est beaucoup plus pour l'intérêt du pays. Oui, ok. Alors, monsieur Achille, tout à l'heure, vous avez dit vous ne vendez rien. Avez-vous des partenaires et puis les ressources, vous les trouvez où? Que vous n'êtes pas politique, vous êtes apolitique, vous êtes une organisation à but non lucratif. Les ressources. Oui, les ressources beaucoup plus, vous voulez dire financier, c'est ça? Oui. Oui, les ressources beaucoup plus financières sont beaucoup plus financées par, puisque c'est un institut, il y a les pèlerins de Saint-Michel. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les pèlerins, ça veut dire que c'est des catholiques qui sont derrière. Il y a les pèlerins de Saint-Michel. Et sur notre site aussi, il y a la possibilité de tous ceux qui ont la possibilité de faire un don
pour faire... Donc, vous prenez des dons? Oui, il y a la possibilité de faire un don pour faire pérenniser notre mission et tout. Ok, bon, tel que vous présentez, c'est pas commun, hein? C'est pas comme ça qu'on raisonne souvent ici. Si les gens doivent suivre ça, il faudrait trouver une formule, hein, pour déconstruire complètement les mentalités. Déconstruire, parce que c'est le boutiquier du village qui contrôle les gens, hein. C'est lui qui peut arracher la femme de qui il veut, parce qu'il peut lui rendre à crédit et ne pas faire de crédit à son mari. Il peut, pour déconstruire, qu'est-ce que vous mettez en place parce que si on ne déconstruit pas cette mentalité, ça va être difficile d'aller vers ce que vous dites. Le petit tontinier du village, il peut vous faire des emprunts avec intérêt. Si vous n'êtes pas prêt à céder à son centre, ça ne marche pas. Comment faire pour que les gens, pour déconstruire vraiment ces mentalités? Comment faire? Oui, ça passe déjà par l'éducation. Comprendre déjà tout ce qui touche la démocratie économique. C'est pour ça que je disais que j'invite chacun de nous à aller déjà faire des recherches, non seulement de regarder en fait, les formations sont disponibles, déjà de suivre et de comprendre. C'est déjà un premier pas qui sera fait. Le simple fait de suivre une formation, je pense que on a beaucoup plus à gagner. Oui. Donc, si chacun de nous peut déjà comprendre quel est, comment dire, l'objectif de la démocratie économique, comment ça peut être avantageux pour tous de le mettre en pratique, je pense que c'est déjà un grand pas. Alors, monsieur Achille, on parle d'économie, on parle de la démocratie. L'économie béninoise, c'est connaissent le peuple, hein. Qu'en dites-vous? En comparaison avec la démocratie économique, le Bénin en est où? Vous l'avez bien dit tantôt, qu'on est dans un système beaucoup plus se voit capitaliste. Donc, si on devait le comparer à la démocratie économique, je pense que ça revient toujours au même. Le premier pas à faire, c'est beaucoup plus aider chaque citoyen à avoir la possibilité de comprendre quelle est la décision qu'il a à prendre pour, quand on parle des décisions économiques, quelle est la décision, quelles sont les actions à mener. Donc, si chacun de nous peut avoir déjà à comprendre tout ce qui touche une nouvelle solution à apporter à une économie, surtout pour un pays en voie de développement, c'est beaucoup plus une aubaine. Ben, vous avez parlé des pays en voie de développement. En Afrique, la plupart des pays sont sous-développés, oui, ou en voie de développement et tout. Quelle est l'utilité de la démocratie économique pour l'Afrique? Qu'est-ce que ça peut changer? Nous sommes surendettés aussi, hein, paraît-il. Déjà, on a abordé le sujet lié aux ressources de chaque pays. Si aujourd'hui, on décide d'avoir un contrôle beaucoup plus généralisé sur les ressources de nos pays et de contrôler aussi comment on gère nos ressources budgétaires aussi, je pense que c'est 2 points clés qui peuvent être balancés dans la tendance positive de nos pays à mieux se développer. Je vais vous demander, hein, est-ce que vous pensez que les États de l'AES là, ils sont en train de poser des pas vers la démocratie économique? Non, les États de l'AES, ça rentre déjà dans le cadre politique. Non, sur le plan économique, parce qu'ils prennent des décisions quand même. Oui, désormais, il y a un pays qui dit nous voulons exploiter notre or nous-mêmes, nous ne voulons plus que ce soit tel. Nous voulons passeport. Notre pétrole, on veut le faire si. Nous voulons créer notre propre monnaie aussi. Et nous voulons sortir de l'autre monnaie ici et ici. Est-ce que c'est déjà, on peut dire que c'est déjà des pas vers la démocratie économique? La démocratie économique, la question que moi je me pose, c'est est-ce qu'ils peuvent octroyer des prêts à chaque citoyen de manière à avoir sans intérêt? Non, bon, là, si vous le dites, il y a eu un pays qui a des problèmes aujourd'hui et qui a beaucoup brillé avant l'AES, c'est la Libye. Et en Libye, on sait comment on octroyait les villas aux gens, comment on soutenait les étudiants, comment on avait accès à beaucoup de choses. Les crédits, sans intérêt, il était. Est-ce qu'on peut dire que la Libye était déjà très avancée dans ce contexte? Oui, la Libye était un exemple à prendre, puisque beaucoup plus, les citoyens se sentaient beaucoup plus aisés de rester dans un système où, même s'ils ne comprenaient pas beaucoup plus les décisions à prendre, c'était beaucoup plus favorable pour eux d'avoir beaucoup plus de prêts sans intérêt, d'avoir,
des FIV, substitution de façon mensuelle. Donc, c'est beaucoup plus un exemple à prendre. Mais parler de l'AES, je ne pense pas que c'est beaucoup plus une option idéale, puisque certes, ils prennent des décisions sur leur économie, mais quand même, est-ce que les citoyens ont la possibilité d'avoir peut-être toujours des prêts sans intérêt? Non. Non, mais ça veut dire hein, que le point essentiel hein, de la démocratie économique, c'est les prêts sans intérêt. Mais si le système n'est pas huilé, moi je peux prendre un prêt hein, sans intérêt. Hein. Je vais prendre une deuxième femme. Hein. Nous allons finir, nous allons bousiller les sous. Comment je fais après? Je ne rembourse pas. J'ai besoin d'un prêt maintenant pour ouvrir une épicerie pour ma première femme. Est-ce que c'est comme ça que ça va fonctionner? Parce que si on met seulement l'accent sur les prêts sans intérêt, est-ce qu'on ne risque pas de créer un désordre? On risque de créer un désordre. C'est beaucoup plus de contrôler qui a accès aux prêts. Je parlais beaucoup plus de... Oui, mais les prêts, généralement, c'est à l'endroit de qui? C'est à l'endroit des particuliers ou bien à l'endroit du citoyen lambda? Des entreprises. Je prends l'exemple sur vous directement. Oui. Aujourd'hui, si vous allez à la banque pour prendre un prêt, normalement, c'est à des taux, hein, oui, 12%. Et qu'il faut payer sur des années en CRIF. Mais tout le monde n'a pas accès à ces prêts. Et beaucoup plus ont des projets beaucoup plus innovants. Oui. Mais n'ont pas accès à ces prêts ou bien de façon difficilement de CRIF. Et même si vous avez accès à ces prêts, il faut maintenant payer d'abord le capital et maintenant commencer par payer des intérêts. Ces méthodes ne permettent pas en CRIF à une entreprise ou bien une nouvelle start-up de facilement prospérer. Donc, si chaque start-up aujourd'hui a la possibilité d'avoir ce genre d'opportunités, je pense qu'on aura beaucoup plus d'entrepreneurs prospères dans un pays, surtout en voie de développement. Oui, mais entreprendre, c'est prendre des risques. Hein? Et celui qui vous emprunte aussi prend des risques. Donc, c'est pour couvrir ces risques. Et vous couvrez les risques, couvrir le temps que vous gardez son argent et entretenir les gens en cravate qui sont là, qu'il faut payer. Est-ce que en démocratie économique, ce n'est pas qu'on joue sur le taux d'intérêt ou bien on annule complètement le taux d'intérêt? Parce que moi, ce que je sais, hein, dans ma petite conception, je me dis, ce serait quand même difficile de le faire comme ça. Si chaque État a la possibilité de contrôler les ressources de son pays, comment dire, le budget, comment dire, tout ce qui touche l'économie de son pays, il a la possibilité aussi d'aider chaque citoyen à beaucoup plus développer une activité, même souvenir à des besoins. Okay. Si je suppose qu'il y a un État, hein, le Bénin par exemple, qui décide de faire des microcrédits aux gens, qui fait beaucoup de choses, permet aux gens, à chaque personne de développer une activité et met en place un écosystème quand même qui permet de prospérer, de produire, de vendre. Et bon, maintenant pour faire tourner tout ça, il y a juste des taux très minimes et que tout le monde peut facilement avoir sa maison et tout. Est-ce que ce n'est pas déjà la formule? Parce que si on dit sans intérêt complètement, est-ce que le point, ce n'est pas de minimiser les taux d'intérêt, de créer un écosystème plus favorable pour la prospérité de l'entrepreneuriat? Minimiser, on reste toujours dans le cadre du capitalisme qui cherche beaucoup plus à avoir une mainmise, un contrôle en tant que tel, ou bien à avoir des intérêts, parce que le capital, c'est les intérêts. Oui, mais des intérêts pour payer les charges, pas des intérêts pour croître son économie, pour mettre étage sur étage alors que les autres vivent dans la boue. Mais si tout le monde a la possibilité d'avoir un contrôle donné sur le bien commun, quelle serait la meilleure option selon vous? Ben, je crois que c'est plus humain. C'est plus humain, c'est plus social. Mais là, c'est ce que je dis, justement, on veut que ce soit du social, que ce soit plus social. Mais est-ce que c'est forcément en disant taux d'intérêt zéro? Le fait d'avoir un truc social, c'est de demander à tout le monde quelle est la meilleure solution à prendre. Autrement dit, pour voter le budget du Bénin, on vient voir Nasrin Fatoumbi, on dit qu'est-ce que vous voulez? C'est ça? On vient voir monsieur Achille Tchango, qu'est-ce que vous voulez? On demande monsieur Chabel Kanefo,
Et c'est avec ça qu'on va mettre le budget en place. Si on prenait le cas de la Libye, on ne venait pas voir tout le monde, mais quand même, il y avait l'échantillon qui permettait de prendre de meilleures décisions. Oui. Donc, en temps, la Libye n'était pas beaucoup, les Libyens n'étaient pas beaucoup plus informés sur les décisions économiques, mais quand même, ils profitaient du système économique beaucoup plus favorable. Oui. Donc, si ce même système était beaucoup plus, peut inspirer beaucoup plus de nos États africains, ça c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Mais actuellement, il y a une guerre, il y a une guerre économique entre les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et tout, parce que vous savez, récemment, avec l'arrivée du président Trump au pouvoir, il y a les tarifs douaniers qui changent, et les tarifs sont différents d'un pays à un autre. Les produits venus de la Chine sont taxés autrement, de l'espace européen autrement, du Canada autrement, du Mexique, de la Russie et tout et tout. Est-ce que ce n'est pas ce genre de problème que la démocratie économique cherche à éviter à un niveau macro? Oui, puisque c'est beaucoup plus une guerre qui se veut capitaliste, où chacun veut la grosse part, du gâteau de son côté. La démocratie économique se dit aujourd'hui, sociale, si tout le monde peut se mettre en place, et tout le monde peut se mettre en place et décider de penser à l'intérêt de chaque citoyen ou bien de chaque pays, ça c'est beaucoup plus mieux de se faire beaucoup plus ces guerres que moi je me dis entre griffes qui ne servent pas beaucoup plus à grand chose. Oui. Ok, je ne sais pas, nous tendons de cette émission tant TDA vers sa fin, nous n'avons pas vu le temps passer. Je ne sais pas si il y a une question pour vous avant que je ne vienne avec ma dernière. Non, vous pouvez y aller en attendant. D'accord, je vais vous demander de tous les efforts que nos États font depuis quelques années pour octroyer des crédits aux femmes, surtout à des taux réduits, on les forme, on les permet d'avoir des activités pour s'autonomiser, tout ça. Est-ce que ce n'est pas déjà un début vers la démocratie économique? Parce que je suppose que ça marche au niveau des femmes, on essaie d'élargir ça à la jeunesse et d'autres. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu ça? Je dirais simplement que quand on parle d'entreprendre, c'est un risque, comme vous l'avez dit. Mais si une femme aujourd'hui prend la peine déjà de prendre un prêt, se voit dans la responsabilité de payer déjà le capital qu'elle a pris, et se voit dans la même responsabilité de subvenir à ses propres besoins, payer encore des intérêts, après, je vois que c'est beaucoup plus entre griffes tôt demandé, puisque une femme aujourd'hui a des responsabilités, des charges. Donc, permettre à ces femmes d'avoir un capital donné, c'est aussi de les comprendre et leur permettre aussi de payer uniquement le capital pour qu'ils puissent pour mieux développer leurs activités. Ok, monsieur Achille Django, je vous pose une question. Si tout de suite on vous proposait un poste politique, quelle serait votre réponse? Un poste politique, c'est un peu vague. Alors, conseiller technique du président Talon à l'économie, vous accepterez, oui ou non? Je dirais non. Parce que? Parce que je me vois beaucoup plus actuellement dans le cadre d'apprendre, puisque actuellement je continue toujours d'apprendre et je me donnerai beaucoup plus de temps de comprendre beaucoup de choses d'abord avant de me lancer dans une responsabilité qui implique des décisions beaucoup plus... Bon, je suppose que le plus grand formateur en matière de démocratie économique, on lui propose d'être candidat à une présidentielle. Vous le soutiendrez? Ça dépend de lui, s'il a la possibilité d'accepter, puisqu'on ne peut pas demander à quel... Non, lui, il est prêt à accepter. Vous allez l'accompagner dans cette aventure pour implémenter la démocratie économique? Oui, je suis prêt à l'accompagner. D'accord. Monsieur Achille Django,
je vais vous dire un grand merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le chargé de communication de l'Institut Louis Even Afrique, ici au Bénin. Et cet institut s'évertue à promouvoir la démocratie économique. Et actuellement, tout passe par des formations. Vous formez surtout l'élite de demain, les jeunes, à comprendre la démocratie économique, quitte à pouvoir l'implémenter. Vous nous avez informé que c'est quand même un système qui existait depuis le XXe siècle, surtout au Canada. Et puis en Afrique, nous avons eu des essais comme au Ghana à la création de la monnaie nationale, le cedi. Et puis dans les pratiques, dans les faits, en Libye, il y a eu une expérience d'organisation sociale qui s'apparente beaucoup à la démocratie économique. Vous nous avez fait comprendre que la démocratie économique est à l'antipode du capitalisme. Et la démocratie économique a quelques petites similitudes avec le communisme en ce qui consiste l'accès aux ressources, aux biens nécessaires, mais que les deux ne sont pas pareils. Et de la même façon, vous nous avez fait comprendre que la démocratie économique, ce n'est pas du troc non plus. Parce qu'ici, on permet à chacun d'entreprendre, de produire de la richesse et surtout d'avoir accès à des crédits à un taux zéro. Est-ce que j'ai pu je suis resté fidèle à vos propos? Oui. Ok, d'accord. Vous avez un mot à ajouter pour la fin? Il y avait une question qui était en attente ou bien? Non, ça peut aller. Donc, votre souhait, c'est de répondre à beaucoup plus de questions. Oui. Je dirais comme dernier mot que non, j'invite... ce ne sera pas votre dernier mot quand même. Okay, vous allez encore parler après. J'invite tout le monde à s'intéresser beaucoup plus, à comprendre déjà le thème, la démocratie économique, et aussi à chercher à comprendre à travers nos différents types de formations qui sont disponibles sur n'importe quelle plateforme, Facebook, Instagram, même sur notre plateforme www.fairedemain.org. Vous avez la possibilité de vous former. C'est des formations de petites vidéos capsules que vous pouvez suivre sur la démocratie économique qui sont gratuites. Il suffit juste de vous connecter dessus seulement. Bon, moi je vais inviter les hommes politiques aussi à aller voir ce qui se passe de ce côté. Ça pourrait les inspirer parce que vous savez, dans quelques mois, nous serons en campagne pour élire de nouveaux responsables. Et si des idées, les bonnes idées issues de ces formations peuvent les inspirer à mettre en place quand même des politiques, parce qu'aujourd'hui on dit on a faim, on souffre et tout. J'estime que si vraiment le concept de la démocratie économique est vraiment perçu et sinon vécu tel que vous venez de nous expliquer sur ce plateau, s'il pouvait s'en inspirer, ça pourrait changer quelque chose. Et donc sur ce, je vais dire un grand merci à Nasrin Fatoumbi qui m'a accompagné. Je vais dire merci à Charbel Kanefo, à Lurich Amégan-Poué. Merci au grand réalisateur Romao qui est là-bas. Merci à vous, surtout à vous, chers amis internautes qui avez suivi cette émission. Restez-nous fidèles, il y en aura toujours pour vous sur Zaire TV. Le meilleur est toujours au programme. Merci, bon dimanche, à bientôt.